Chaque jour, des millions de messages inondent nos écrans. Leur objectif, orienter nos choix pour acheter, voter ou adhérer à une idée. Omniprésents, ils façonnent notre vision du monde. Ces messages s'appuient sur des techniques de persuasion inventées il y a un siècle aux États-Unis. Elles ont été mises au point en moins de 50 ans par un petit groupe de penseurs pour contrôler le peuple. Pour imposer leur pouvoir, les régimes autoritaires ont choisi la force. Nos démocraties ont inventé les relations publiques. Public relations embraces what I call the engineering of consent, based on Thomas Jefferson's principle that in a democratic society, everything depends on the consent of the people. Le 6 avril 1917, les États-Unis déclarent la guerre à l'Allemagne. En quelques semaines, les Américains s'engagent massivement dans l'armée. Leur président, Woodrow Wilson, les a convaincus de donner leur sang pour défendre la démocratie. Pourtant, un an plus tôt, ce même président leur avait promis que l'Amérique n'entrerait jamais en guerre. Quand le président des États-Unis, Woodrow Wilson, a fait campagne en 1916, son slogan était « Il nous a évité la guerre ». C'était l'idée que le conflit était une affaire européenne et qu'il n'avait rien à voir avec la démocratie américaine. Donc, quand les États-Unis se sont préparés à entrer en guerre, ça a posé un gros problème. Le débat au sein de la Maison-Blanche sous Wilson a été comment contrôler les masses pour leur faire accepter la guerre. Wilson veut imposer ses choix par la force. Mais à la Maison-Blanche, certains préconisent une autre solution. Plusieurs conseillers de Wilson ont dit « Nous pouvons créer un système, grâce au pouvoir de la propagande de masse, qui aura pour fonction de séduire le peuple pour le faire adhérer à l'effort de guerre. » Il faut mettre sur pied un arsenal mental. Il faut construire une machinerie qui vendra la guerre au peuple américain, qui fera la promotion de la guerre. Des hommes d'affaires, des religieux, des gens qui étaient des figures d'autorité respectées sur le plan local, se prononçaient publiquement en faveur de la guerre. Avant le début d'un film, un homme se levait dans le cinéma, comme si c'était spontané, et faisait un discours de quelques minutes expliquant pourquoi on devait entrer en guerre. Pour orchestrer cette immense machine, Wilson a mis en place un département spécial, la commission Krill. Elle rassemble des professionnels de la communication, journalistes, publicitaires, agents de presse. Parmi eux, un jeune homme de 26 ans qui s'est déjà construit une solide réputation de publicitaire dans le domaine du divertissement. Il s'appelle Edward Bernays. Comme la plupart des membres de la commission, il partage une vision des foules très répandue parmi les élites dirigeantes des pays occidentaux. Cette vision repose sur des théories exposées à peine 20 ans plus tôt par le français Gustave Le Bon. Dans son livre La psychologie des foules, il décrypte le comportement spécifique des masses. L'idée de base était que les gens étaient incapables de pensée rationnelle. C'était impossible de leur parler et de raisonner avec eux. Ils étaient des microbes. Ils se comportaient comme un virus, des animaux à la merci de leur moelle épinière. Il a présenté l'anatomie d'une foule comme un groupe d'individus privés de capacité de raisonnement. Puisque la raison n'a pas d'effet sur les foules, il faut donc s'adresser à leurs émotions et à leurs instincts. On est très vite arrivé à l'utilisation d'approches psychologiques pour tenter de court-circuiter toute pensée critique et toucher les gens aux tripes.
La guerre diabolisait la figure du Hun germanique. C'est comme ça qu'on a eu des histoires fictives, comme les bébés embrochés sur des baïonnettes en Belgique. Pour dégrader le sens du message véritable et se focaliser sur le ressenti. Ça a eu pour effet de convertir très rapidement une population pacifiste en fanatiques anti-allemands. Par exemple, l'orchestre symphonique de Boston ne jouait plus de Beethoven, parce qu'il ne voulait pas être associé à cette hideuse monstruosité. La commission Krill a été très efficace. En moins d'un an, la commission Krill est parvenue à retourner l'opinion publique sans violence et sans changer de système de gouvernance. Pour les grands capitaines d'industrie de l'époque que sont les Rockefeller, les Carnegie ou les J.P. Morgan, le succès de ces méthodes de propagande ouvre des perspectives qui arrivent à point nommé. Depuis la fin du XIXe siècle, une succession de grèves, de manifestations et d'émeutes fait trembler tout le pays. La montée en puissance du capitalisme industriel, aux États-Unis mais aussi dans tout le monde industrialisé, a provoqué une certaine paupérisation. Dans les mines, les usines et les aciéries, les ouvriers étaient à peine mieux traités que des serfs. Les syndicats étaient brisés et bannis. Il y avait un bras de fer entre, disons, les masses et les oligarques. L'image des dirigeants de ces grandes entreprises, c'est qu'ils volaient les ressources du reste de la société en accumulant des profits pour eux-mêmes. En 1914, la situation avait même atteint son paroxysme avec le massacre de 66 grévistes dans une usine appartenant à Rockefeller. Tenu pour responsable de ce massacre, le milliardaire avait échappé de peu à un attentat anarchiste. Le secteur des entreprises était paniqué à l'idée de voir son monde s'écrouler. Les méthodes de la commission Krill leur apparaissent comme des solutions idéales pour mettre fin aux revendications sociales. S'il a été possible de faire adhérer les Américains à la guerre sans remettre en cause les principes démocratiques, il doit être possible de faire adhérer les classes ouvrières au modèle de société qu'ils ont toujours rejeté, le capitalisme. Ce qu'il veut dire, c'est qu'une propagande habile peut essentiellement amener les masses à soutenir des politiques qui sont contre leurs propres intérêts. Ces nouveaux spécialistes des relations publiques, pour la plupart issus de la commission Krill, sont embauchés par les plus grandes entreprises de l'époque. Charge à eux de convaincre l'opinion que la prospérité des entreprises privées bénéficiera à l'ensemble de la population. Pour y parvenir, un changement radical s'impose. Transformer le citoyen en consommateur. Acheter ne doit plus relever du strict besoin, mais du désir. Il choisit d'utiliser le pouvoir d'influence de l'une des professions les plus respectées de l'époque, les médecins. Il a donc commandé une étude demandant à de nombreux médecins et professionnels respectables dans le domaine de la nutrition et de la santé: pensez-vous que la notion de petit déjeuner qui tient au corps soit utile? Doit-on manger copieusement le matin? L'étude conclut au bienfait d'un petit déjeuner copieux pour la santé. Edward Bernays transmet ce résultat à 4000 médecins à travers tout le pays. Sans qu'ils le sachent, ils vont relayer auprès de leurs patients un message qui sert une cause strictement commerciale. In a repeated national survey,
Doctors in all branches of medicine, doctors in all parts of the country were asked, "What cigarette do you smoke, doctor?" La caution scientifique apportée par les médecins devient un outil de communication récurrent des publicitaires, jusqu'à faire de la cigarette un produit associé à la santé et au bien-être. Try Camels yourself, the cigarette so many doctors enjoy. $55,000 homeless in Evansville. Food and medicine needed in Aurora. Le krach boursier du 24 octobre 1929 fait voler en éclats l'équilibre apparent du modèle de société capitaliste des années 20. Les États-Unis plongent dans une dépression économique sans précédent qui jette sur les routes américaines des dizaines de millions de personnes sans emploi. Les entreprises que les relations publiques avaient tant vendues dans les années 20 étaient vues comme l'incarnation du diable. We face that crisis. We face it with singleness of purpose, and above all, with faith. Keep that faith constant. Élu président en 1932, Franklin Roosevelt apparaît comme l'homme qui peut tout changer. Néanmoins, il sait que pour gagner la confiance du peuple, la question du consentement des foules est déterminante. À son tour, il fait appel aux spécialistes en relations publiques. Sitting down here next to me is Mrs. Roosevelt, my wife, and my granddaughter Anna. Sur leur conseil, Roosevelt devient le personnage principal d'une campagne de communication sans précédent. What's our campaign slogan, Sissy? Pour apparaître comme un homme proche du peuple, il est systématiquement mis en scène en famille et dans son quotidien, comme aucun autre président avant lui. Quand on a des gens qui voient leur rôle, comme c'était le cas de Bernays, comme des ingénieurs du consentement, la démocratie devient une mascarade. Ce n'est pas juste une question d'argument et de persuasion, c'est une modification de la société. C'est l'essence de la propagande. C'est l'essence des relations publiques. Il s'agit de promouvoir et de concrétiser des objectifs et des intérêts pour des commanditaires. Et ces gens sont principalement des intérêts puissants, de grandes entreprises et des gouvernements. Quels sont les buts qu'on poursuit? Est-ce qu'on travaille pour un client? Et si ce client n'est pas représentatif de la population globale, alors on a un problème. Ça veut dire que des intérêts privés ou un petit nombre de personnes créent des fictions publiques et les considèrent de la plus haute urgence, ce qui leur permet de foutre le bordel dans nos cerveaux.